Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Médecine Differently et on va entamer ensemble le cours de la physiopathologie de l'hypertension intracrânienne, l'HIC, de la deuxième unité qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez vos vidéos avec votre collègue et تعجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا انجم et راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البوت دانفو اللي حاب تاعي راح نحط لكم ولا في لي كومونتير et راح نخلي لي لين دو سو ديابو في لا chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. Le syndrome de l'hypertension intracrânienne, c'est l'ensemble des signes et des symptômes traduisent l'augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc à l'intérieur du crâne, il y a une modification de la pression qui était vraiment constante à l'état normal, mais il y a des modifications physiopathologiques en bas qui va donner des modifications et elle va augmenter la pression, qui va traduire des signes cliniques sur le patient. Par augmentation de l'un des trois composants qui sont vraiment constants à l'état normal, le tissu, le sang et liquide céphalorachidien. On va détailler ensuite la conséquence de l'hypertension intracrânienne et une souffrance cérébrale, souffrance d'une structure ou de plusieurs structures. Donc c'est une souffrance plus ou moins diffuse liée à une compression des structures cérébrales. La pression, elle va compresser les structures à l'intérieur de la boîte crânienne à des phénomènes vasculaires. Les vaisseaux crâniens sont touchés, bien sûr, associant un des degrés d'effet de stase veineux et des défauts de perfusion artérielle. Donc, c'est beaucoup plus les compartiments qui sont touchés sont les compartiments vasculaires, soit artériels, soit veineux. Donc, artérielle va donner un défaut de perfusion artérielle pour les tissus de la cortex cérébrale et pour le veineux, on a un problème de retour veineux, on va donner des stases veineuses. Donc comme définition, c'est quoi l'hypertension intracrânienne? Se définit comme l'augmentation de la pression intracrânienne au-delà de 15 mm Hg de façon durable. Donc, c'est une situation vraiment nécessite un temps, donc de façon durable, donc elle est un peu chronique, d'accord, et elle n'est pas aiguë, et de 15 mm Hg. Donc, c'est le même principe de la tension artérielle. D'accord, du cœur, une HTA, pour dire que le patient présente une HTA, on va faire des prises répétées et on trouve toujours la pression artérielle, toujours elle est supérieure à 140 mm Hg au systolique et 90 mm Hg au diastolique. Donc pour dire ça, la même chose pour la pression intracrânienne, donc elle est supérieure à 15 mm Hg de façon durable. Je vais aller améliorer parce que donc des comme des pièges les QCM. D'accord, un rappel anatomique pour faire les différences entre les différentes structures de la boîte crânienne et les ventricules, parce que il faut connaître la structure anatomique pour connaître en première du temps le trajet physiologique de liquide céphalorachidien, puis les modifications sur les structures anatomiques qui sont souffrant à cause de l'augmentation de la pression intracrânienne. D'accord. Le système nerveux central est développé par les méninges. C'est un moyen de protection des méninges, en de dehors, en dedans. Donc, la dure-mère est constitué par un tissu fibreux bordé par un endothélium, contient des récepteurs de la douleur, parce que ce sont situés à la périphérie. Donc, elle va recouvrer à l'extérieur, bien sûr, le cerveau et la moelle épinière. Puis deuxième couche qui est à la moyenne, c'est l'arachnoïde. Donc l'espace sous-dural, c'est l'espace sous la dure-mère, d'accord, contient une petite quantité de liquide, rassemble à de lymphe, la constitution tau, et l'apimère, il y a troisième espace, c'est où on pénètre les séants de cortex cérébral, d'accord. Les différentes séances. Donc, je vous fais une image qui va faciliter les choses. D'accord? C'est une région vraiment ne contient pas des vaisseaux propres pour tel, mais approuve leur vascularisation de la dure-mère et contient bien sûr histologiquement comme une structure et contient par les fibres du collagène et des cellules. D'accord? L'LCR se trouve dans l'apimère et l'arachnoïde, donc entre l'épimère et l'arachnoïde, entre deuxième et troisième couche. D'accord, 250 cm3
dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc, l'LCR, la position anatomique تاعو, c'est la région sous-arachnoïdien de 150 cm3. D'accord. La dure-mère définit des compartiments rigides et cloisonnés parce que situé à la périphérie. D'accord. On trouve les loges hémisphériques droit, gauche, aussi la fosse cérébrale postérieure et le canal rachidien. Donc, elle est en relation avec des structures osseuses. D'accord, voici une image qui facilite de connaître les différentes couches. On a la dure-mère qui sont en relation avec l'os, comme vous voyez. D'accord, elle est en relation avec les structures osseuses. Puis, on a l'arachnoïde, qui est la deuxième couche, et la troisième couche, c'est l'apimère. L'LCR est situé au niveau de la région sous-arachnoïdien, qui est en relation avec le pylmère, d'accord, où on trouve l'LCR, d'accord. Et il est là où on trouve l'LCR, et puis on a le pylmère, comme vous voyez, elle est en relation avec les sillons de la cortex cérébral, d'accord. Et après le cortex cérébral, on trouve la substance blanche de la cortex cérébral. D'accord. Puis on va faire un rappel physiologique. Le débit sanguin cérébral, il y a d'une notion, il faut le garder pour comprendre la physiopathologie. D'accord. Le débit sanguin cérébral, c'est parmi les paramètres les plus importants. Et le débit cérébral normal est compris entre 45 et 55 mm sur 100 grammes par minute. Ce sont des chiffres à prendre. Donc, le débit cérébral sanguin, comme équation, est égal la pression du perfusion cérébrale sur la résistance. C'est presque la même chose pour le débit cardiaque. Donc, le débit cardiaque est égal la fréquence cardiaque fois ou le volume, il y a une autre loi qui est le volume d'éjection systolique fois la fréquence, la résistance périphérique. D'accord. C'est la même chose. Donc, on a le volume ou la pression, quand cette cas, c'est la pression de perfusion crânienne, et cette pression se trouvait dans des vaisseaux. Les vaisseaux, comme vous savez, ayant leur paroi va donner une résistance pour éviter l'éclatement de l'artère. C'est une des propriétés histologiques de la paroi artérielle. D'accord. La pression de perfusion cérébrale est estimée en pratique quotidienne par la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. D'accord. Il y a une différence entre la pression artérielle moyenne entre systolique et diastolique et la pression intracrânienne. Et donc la pression de perfusion est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Ce débit, le débit sanguin cérébral, il est autorégulé par la pression artérielle moyenne qui est entre 60 et 150 mm/Hg, et il s'agit d'une propriété intrinsèque de la circulation cérébrale à modifier le diamètre vasculaire, donc à trigger les vaisseaux de façon automatique en réponse à des modifications de la pression de perfusion crânienne afin de préserver un débit sanguin cérébral constant. D'accord. Pour améliorer la fonction cérébrale, il faut maintenir un débit sanguin cérébral vraiment constant. D'autres facteurs peuvent intervenir dans la modification des résistances cérébrovasculaires, tels que l'hypoxie, l'hypercapnie, les besoins métaboliques, augmenter aussi l'innervation sympathique et parasympathique cérébrale. L'hypoxie. Donc, en cas d'hypoxie, il y a une souffrance tissulaire au niveau régional, c'est pas au niveau local, on les autres organes. Donc dans le cerveau, on a un problème de l'oxygène, mais je le cerveau bien comme il faut. Donc il y a une souffrance tissulaire. Donc il y a une étape de l'hypoxie. Les résistances cérébrovasculaires pour maintenir l'activité d'âme, pour maintenir un débit sanguin vraiment contient d'oxygène pour compenser l'état de l'hypoxie. Donc le cœur va donner plus de sang vers le cerveau pour leur activité physiologique qui est riche en oxygène. Les artères cérébraux ont un rétrécissement, une vasoconstriction pour maintenir plus de débit
vers le cortex cérébral. C'est l'hypoxie. Puis le deuxième cas, c'est l'hypercapnie. Au cours de l'hypercapnie, l'accumulation de CO2 au niveau cérébral, le cerveau, elle va faire l'état contraire, c'est la vasodilatation. Le CO2, lorsqu'il a accumulé, il est comme un signe chimique, d'accord, va donner un changement sur la structure des vaisseaux par la vasodilatation pour maintenir une bonne élimination de CO2. D'accord? La vasodilatation, c'est le rôle TAHA pour maintenir une évacuation, d'accord? Et de CO2, mais l'espace cérébral vers le cœur, je ne vais pas déjà le poumon, et dire les réactions internes. Puis bien sûr, les besoins métaboliques augmentés va augmenter la résistance pour maintenir un fort débit. Et comme vous savez, l'innervation sympathique et parasympathique cérébrale, d'accord, sympathique elle va donner vasoconstriction, et le parasympathique elle va donner une vasodilatation. Donc selon les facteurs, selon l'état du cerveau, elle va modifier les résistances, soit par une vasodilatation qui diminue les résistances, ou par une vasoconstriction qui va augmenter les résistances. D'accord. Puis un rappel anatomique sur le liquide cérébrospinal, leur trajet. Donc le liquide cérébrospinal se trouve entre l'épimère et l'arachnoïde, donc dans la région ou l'espace arachnoïdien. Donc du volume de 150 cm². Donc dans les ventricules V1 et V2 qui communiquent avec le V3 par le trou de Monro, et dans le V4 qui est relié à V3 par les deux cadres de Celevius, le V4 elle va communiquer à l'extérieur par le foramen du Magendie médian et le foramen de Lutschka latéraux. Donc je donne une image, facilite les choses pour comprendre, d'accord, ici. Donc, quand vous voyez les ventricules, c'est ça l'image anatomique ou les rapports anatomiques des ventricules. On a 4 ventricules. On a 2 ventricules, un médial et l'autre latéral, d'accord, qui sont le V1 et V2, d'accord. C'est ça le troisième ventricule. Donc, toutes les ventricules, les 4 ventricules sont en relation avec le canal épendymaire de la moelle épinière, d'accord. D'accord, on a un V1, V2, puis on a le 2 ventricules sont en relation avec le troisième ventricule, d'accord, qui est situé dans le 2 encéphale, et on a le 4e ventricule qui est en relation avec le troisième ventricule. Donc le V1, V2 sont communiquent de l'un à l'autre avec le ventricule ou le troisième ventricule par le trou de Monro. Je vous montre une image très explicative comme cette image. D'accord, c'est ça le canal du Monro. D'accord, c'est ça le ventricule latéral. Et ça le ventricule médial. Donc les deux sont en relation de chaque côté avec le troisième ventricule par le trou du Monro ou le canal du Monro. Puis, le troisième ventricule se communique avec le 4e ventricule. C'est ça le 4e ventricule. D'accord, c'est ça le troisième ventricule. Par l'espace de l'EDK de Celevius. C'est ça l'espace de l'EDK de Celevius qui va communiquer le V3 avec le V4. Puis, chaque ventricule est contient par un plexus thyroïde, qui va donner la fonction de fabrication de l'LCR. D'accord. Puis l'LCR, c'est comme elle va acheminer vers la région sous-arachnoïdien. Donc, le ventricule vers la région sous-arachnoïdien par ce schéma. Le 4e ventricule, puis l'espace sous-arachnoïdien par des trous. Donc, médialement, donc le trajet va passer par des trous. On a le trou de Magendie et aussi qui est en latéral, en médial. Et les trous de Lutschka, on a 2 trous, d'accord, qui sont tuants au niveau latéral. Donc, j'espère que les gens vont le cours.
D'accord. C'est ça l'image, la même chose pour la chimie, pour le schéma de l'LCR. D'accord. Avec une vitesse de formation de 20 cm² par heure pour maintenir 150 cm² à la fin. Sur le volume qui est situé dans la région subarachnoïdien. Soit à peu près on a la fabrication journalienne c'est de 500 cm³ par 24 heures. L'LCR est produit au niveau du plexus choroïde dans les ventricules en majorité, mais il y a des autres localisations qui vont fabriquer l'LCR comme les capillaires de l'espace subarachnoïdien, les régions spinales et aussi le périencéphalique. Et pour une faible part au niveau des vaisseaux intraparenchymateux. Le LCR, donc le liquide céphalorachidien, subit une circulation passive, ne consomme pas d'énergie, du lieu de production, les ventricules, au lieu de l'élimination. Pour l'élimination, on se fait par le cortex cérébral et aussi par la moelle épinière, avec un débit de 20 cm³ par heure. D'accord. Il est donc renouvelé 3 fois par jour. Donc c'est une notion très importante à connaître pour le contrôle. Le liquide céphalorachidien passe dans les sinus du roux, la région, donc on a deux régions d'élimination. On a les sinus du roux qui sont situés au niveau de la cortex cérébral et les veines spinales qui sont situées dans la moelle épinière. Mais chaque structure, elle va éliminer avec des pourcentages différents. Et à la moindre degré, donc le cortex cérébral, elle va jouer un rôle très important pour l'élimination, d'accord, et une faible pourcentage pour la région spinale. Et à moindre degré dans le lymphe, le long du nerf aussi, il y a une élimination. En général, l'élimination de 4 sur 5 de l'LCR est éliminée au niveau céphalique par les sinus du roux et 1 sur 5 de l'LCR est éliminé au niveau médulaire par les veines spinales. Le LCR sert de tampon et agit comme un réservoir régulateur de volume encéphalique, ayant une sensibilité lorsqu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne. C'est le volume du parenchyme cérébral au celui du sang intracérébral et commente. L'LCR, donc, elle va drainer et ça a une élimination. Au contraire, si le volume cérébral ou le volume sanguin est diminué, l'LCR est augmenté. Donc, on termine toute la physiologie et l'anatomie. Donc, on entre dans la physiopathologie. Donc, en première notion, il faut le connaître, c'est la pression intracrânienne normale. À l'intérieur d'une boîte crânienne rigide, la pression intracrânienne résulte de l'équilibre entre 3 composants. Mais les trois secteurs, le parenchyme cérébral, le liquide céphalorachidien et le volume sanguin cérébral de la perfusion. Donc, l'Alm Monro, elle va donner une équation pour faciliter les choses et elle va donner une relation qui englobe les 3 constitutions. Donc, on a le volume du cerveau, d'accord, et le volume de l'LCR et le volume du sang sont des lorsqu'on développe médium, donc elle va donner un constant, donc elles sont pas variables à l'état normal. D'accord. Ainsi, toute variation du volume de l'un des secteurs, donc je forme le mécanisme physiopathologique, est compensée par une variation équivalente du volume des autres secteurs. Donc il y a une compensation entre les différents secteurs. De façon, on fait l'état de régulation. Le volume de la pression intracrânienne sont mesurés dans l'LCR. Il est varié entre 10 à 15, donc qui compte supérieur à 15 mm/Hg de façon durable, donc on c'est une hypertension intracrânienne. Dans un état physiologique stable, la pression intracrânienne elle est stable malgré il y a des perturbations physiologiques, des perturbations transitoires qui peuvent induire une augmentation de la pression intracrânienne de façon intermittente, de façon elle n'est pas durable. D'accord, parce que le diagnostic de l'hypertension intracrânienne les est supérieur à 15 mm/Hg de façon durable. Je fais la de façon durable, d'accord, parce qu'il y a des augmentations transitoires
avec des gestes vraiment physiologiques qui va augmenter la pression intracrânienne et va donc être supérieur à 15 mm mercure et واحد يروح يقول direct c'est une hypertension intracrânienne. Non, لازم تكون de façon durable pour poser le diagnostic. D'accord. C'est quoi ces perturbations transitoires? On a la toux, les tournements et aussi l'effort à glotte fermée, comme par exemple les saxophones. الآلات الموسيقية عندهم يديروا les gestes à effort à glotte fermée grâce à des mécanismes de compensation راح نشوفهم من بعد. صح واحد يسقسي يقول كيفاش la toux et les étournements va donner une augmentation de la pression intracrânienne. C'est de façon simple et avec des raisonnements vraiment physiologiques. La toux, c'est une réaction physiologique qui va propulser le liquide qui est dans les branches, d'accord? Par exemple une muqueuse, une crachat, vers l'extérieur, d'accord? Parce que il est peut-être du coup sèche ou il est humide. D'accord, lors de la toux, il y a une contraction des muscles abdominaux. D'accord, les muscles abdominaux, ça me fait une contraction musculaire, vraiment elle est intense, va donner des modifications à contiguïté. Il y a aussi qui dit de la pression abdominale, cette pression qui est vraiment augmentée se transmise vers la région thoracique, puis la région thoracique vers la région crânienne qui va augmenter de façon transitoire et temporaire, bien sûr, la pression intracrânienne. Et la même chose pour les tournements. D'accord. Pour les mécanismes de compensation, on a dit qu'il y a un problème dans un secteur et le secteur l'autre va dire une compensation. Le cours de Langevin, c'est un alem qui va donner une relation entre la pression et le volume. Comme vous savez que lorsque la pression est augmentée, il y a une diminution au niveau du volume. Donc, on a dans ce courbe-là, on a deux phases. On a la phase de compensation et la phase de décompensation. On commence par la phase de compensation. La compensation consiste à la réduction du volume du secteur. D'accord, volume, on a un secteur, maintenant un secteur, trois secteurs, 1, 2 et 3. واحد طلعت فيه la pression, donc l'autre راح يحاولوا ينقصوا la pression. Donc par diminution de volume de l'espace crânio-rachidien par les transferts des fluides. Donc les liquides, là, ils ont une diminution pour diminuer le volume. D'accord, le circuit sanguin se fait par l'artère, les capillaires et les veines. Donc ces trois compartiments, elle va faire une réduction du volume, d'accord, dans les différents secteurs, les veines, les capillaires et aussi les artères, et va donner à la fin un ajustement du débit sanguin, bien sûr pour maintenir l'équilibre à la fin. Puis le circuit interstitiel intracellulaire parenchymal qui débute par la barrière hématoencéphalique qui est le BHE. C'est une barrière vraiment sélective qui va faire vraiment une régulation de la pression intracrânienne de façon indirecte par l'ajustement de la composition du liquide céphalorachidien proprement dit. À l'échelle de l'LCR, et va modifier leur structure. D'accord, par modification de leur substance interne, une modification chimique dans l'LCR, puis cette modification elle va influencer bien sûr leur résorption et par conséquent la pression intracrânienne elle va réguler. Aussi le BHE joue un rôle aussi très important de protection contre les agressions inflammatoires, parce que comme vous le savez, l'inflammation en anapathe, elle va donner des dégâts, aussi une vasodilatation qui va vraiment changer la pression intracrânienne. D'accord, j'ai dit une diminution de certains composants du processus inflammatoire, comme les cellules immunitaires qui sont situées au niveau du cerveau. D'accord, pour donner vraiment une état régulatrice de l'inflammation. Parce que l'inflammation, elle va donner des dégâts comme un œdème cérébral qui va donner un engagement des structures
du voisinage, il va augmenter la pression intracrânienne. D'accord? Donc, il va réguler comme elle est sélective de l'état histologique intérieur. Donc, elle va moduler l'inflammation et elle va diminuer la concentration des produits inflammatoires pour éviter l'état de l'œdème cérébral. Aussi, l'espace ventriculo-arachnoïdien avec un gradient de synthèse et de résorption de l'LCR. Comme vous savez, les ventricules, elle va synthétiser l'LCR et le stockage se fait dans l'espace arachnoïdien. Donc, il y a une balance de régulation, bien sûr, entre la synthèse et la résorption. Il y a la synthèse et l'élimination de l'LCR. L'adaptation volumique le plus rapide est obtenue par le circuit sanguin proprement dit veineux. C'est la première moyen de régulation, puis artériel, puis le circuit de l'LCR par ce deuxième acte, par l'augmentation de la résorption, et enfin le circuit interstitiel intracellulaire. Donc, à son nom, donc, elle va donner une information que la régulation se fait en deux niveaux, d'accord. Elle se fait donc la régulation, elle va dans l'espace qui est entre les cellules et à l'intérieur des cellules. Donc, entre les cellules, d'accord, elle va réguler l'état, et aussi intracellulaire. Donc, d'accord, mais vraiment pour la compensation, c'est dans la dernière partie. D'accord, puis on entre dans la physiopathologie proprement dit. On a la phase de compensation et la phase de décompensation. Donc, on introduit la phase de décompensation. Il y a la pathogénie de l'hypertension intracrânienne. Donc, l'hypertension intracrânienne résulte d'une augmentation des volumes secondaires au développement surajouté d'un quatrième secteur expansif et ou des modifications des trois secteurs existants. Donc, la physiopathologie dit par deux mécanismes. Il y a un nouveau secteur qui va donner les dégâts, le quatrième secteur interfalé, et le problème il y a un quatrième secteur avec une modification de l'un des secteurs, d'accord, ou il y a un quatrième secteur où une modification de trois secteurs sont sains, d'accord. Donc pour le quatrième secteur, le développement d'un quatrième secteur compressif, qui va compresser les structures du voisinage dans le cortex cérébral, constituer des lésions expansives pathologiques qui sont comme le processus tumoraux, donc une tumeur qui va compresser à l'intérieur de la cavité ou de la boîte crânienne, un problème vasculaire, infectieux comme la méningite par exemple, qui soit intra ou extra-parenchymateuse, d'accord, ayant les deux positions. Ce quatrième secteur sera ajouté aux trois secteurs normalement présents dans l'espace crânio-rachidien. Donc là, il y a trois secteurs sains plus un secteur qui est malade. D'accord? Elle va donner 4 secteurs. D'accord? Sa vitesse de développement, son volume et sa topographie, n'importe quelle région, comme on a extra ou intra-parenchymateur, sont les facteurs essentiels de la tolérance clinique et l'élévation de la pression intracrânienne. D'accord, lorsqu'il engage les structures de voisinage, lorsqu'il est vraiment grand dans le taille, elle va engager plus les organes de voisinage, elle va donner des signes cliniques qui va vraiment altérer le pronostic vital du patient. D'accord, deuxième état pathologique, ces modifications de l'un des secteurs, les trois secteurs sont le tissu ou l'LCR. On commence par une modification du parenchyme cérébral. Le parenchyme cérébral est l'objet de modifications biomécaniques et biochimiques en réaction à la constitution d'un quatrième secteur qui est vraiment le problème majeur, expansif, ou l'installation d'un trouble de circulation vasculaire. Donc, les altérations biomécaniques, donc un biomécanique, elle va donner une compression vraiment agressive, constituer une compression des structures de voisinage de la cortex cérébral, responsable de réduction du volume liquidien extra et intracellulaire. Donc, les cellules sont compressées et les vaisseaux sont en même temps compressés. Alors, on a un problème de perfusion et aussi la pression intracrânienne, elle va augmenter. صح خلصنا من les altérations mécaniques. راح نهضروا على les altérations biochimiques.
ركزوا معايا مليح في هذا البارتي باسكو كاين ناس تتخلط بزاف بين les types de œdème cérébral. Donc les altérations biochimiques se développent dans les parois vasculaires. La glie, donc une notion très importante à connaître, c'est qu'on a un petit rappel histologique sur les cellules gliales, parce que il est très important de connaître leur rôle physiologique. Donc les cellules gliales sont des cellules, sont pas des neurones au vrai, sont pas des cellules neurales, mais sont partie du système nerveux. D'accord. Mais les activités physiologiques, elle va faire le soutien, elle va donner le caractère fonctionnel du neurone. Comme vous savez, en histologie en deuxième année, les cellules gliales, il y a 4 types. On a les astrocytes, on a les oligodendrocytes, les microcytes, d'accord? Chaque type de cellules ayant une activité physiologique bien précise. Par exemple, les astrocytes, ils font la régulation. Par exemple, tu as les changements ioniques, tu as la cellule interne proprement dit, et aussi elle va équilibrer les nutritions de la cellule. On a le deuxième type, les oligodendrocytes, va donner, comme vous savez, que la gaine de myéline, elle va assurer le gain de myéline du neurone. Comme vous le savez, en première année, le gain de myéline, elle va donner la rapidité de transmission du message nerveux. D'accord, c'est ça l'activité des oligodendrocytes. Et enfin, on termine par les microglies qui sont responsables pour la protection vraiment immunitaire de la cellule. D'accord, pour contre les agressions, par exemple les inflammations et les autres choses. D'accord. Aboutissant donc les altérations biochimiques, elle va aboutir à la formation d'un œdème cérébral secondaire à une altération des mécanismes de transport des membranes capillaires et glioneurales. Donc toutes les activités physiologiques de la cellule gliale, c'est une partie très importante de la cellule nerveuse, elle va altérer et faciliter les choses d'installer d'un œdème cérébral. Cette œdème est selon le type d'agression, elle est initialement intracellulaire, grave, puis elle est extracellulaire, puis mixte, intra et extracellulaire. D'accord, on a 4 types des œdèmes, je donne type par type, d'accord, on va par le premier, l'œdème cytotoxique, ou l'œdème cellulaire, qui est maintenant à l'intérieur de la cellule. Et la croissance, c'est la croissance du volume des cellules gliales. D'accord, les cellules gliales vont augmenter de taille et aussi du neurone, puis des cellules endothéliales. L'altération de la membrane cellulaire aboutit à l'accumulation intracellulaire des cations, d'accord, comme l'ANA+, par exemple, d'eau, qui va donner à la fin, la cellule, elle est gonflée, vraiment, elle contient beaucoup de liquide, beaucoup d'électrolytiques, elle est vraiment, cette accumulation excessive va donner le gonflement de la cellule, d'accord? Et pour les étiologies, les étiologies, donc, sont des fers, par exemple, des lésions cérébrales, une infection, comme par exemple le méningite, d'accord, du trouble métabolique, par exemple, le diabète va assurer, par exemple, une état d'immunodépression, aussi des autres maladies auto-immunes, va faciliter ces choses-là. D'accord? Puis, qu'il y a une accumulation de l'eau et il y a perturbation de la régulation ionique de la cellule parce qu'il y a une accumulation intracellulaire excessive des cations. D'accord? Qui va donner une détérioration des mécanismes du transport actif de la membrane cellulaire. Donc les échanges ioniques vraiment sont altérés. Dans un second temps, les fluides intracellulaires se sont extériorisés dans l'espace interstitial. Le milieu extracellulaire. Donc elle va développer en état extracellulaire. J'espère que l'œdème cytotoxique. Puis deuxième type, on a l'œdème hydrostatique. D'accord, c'est un œdème extracellulaire, donc on a l'interstitium, dû à un mécanisme d'ultrafiltration à travers la BHE. Mais allez, je vais un petit rappel sur le barrière hémato-encéphalique. Le barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui est constituée par des cellules endothéliales qui va faire, ce barrière va faire une barrière entre le sang et le tissu cérébral. D'accord?
donc qui contient des pores et permet le passage des molécules bien précises du poids et d'activité, me le sang vers le tissu cérébral. Donc c'est vraiment une activité plus très importante. D'accord, j'ai le dam hydrostatique. Une accumulation des liquides au niveau du cerveau qui va faciliter l'augmentation de la pression hydrostatique des liquides, d'accord, et qui va altérer la structure histologique de la barrière hémato-encéphalique, qui donc le passage sélectif ne fait pas vraiment. D'accord, il y a donc la pression hydrostatique va faciliter l'entrée des molécules qui ne sont pas présentes à l'état normal, comme par exemple les protéines qui ayant une grande poids moléculaire, qui ne sont pas passées de façon à l'état normal. D'accord, qui va donner des dégâts et des dommages dans les sillons endothéliales, bien sûr, l'état histologique est vraiment altéré et facilite la croissance de l'œdème au niveau extracellulaire et va donner un dysfonctionnement neurologique et des complications sont liées à ce type d'œdème. Donc les substances de faible poids moléculaire d'accord à sa ultrafiltration comme le glucose, les aminoacides, il y a une élévation de la pression cérébrale intravasculaire. Donc le milieu intravasculaire, vraiment, il y a une augmentation de la pression, d'accord, cette pression, elle va altérer les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique qui va permettre le passage de ces molécules vers le tissu cérébral et donc l'accumulation de ce liquide qui contient plusieurs types de molécules, soit des cellules immunitaires, des protéines, qui va donner comme l'exudat, d'accord, vraiment un œdème oxydatif et une accumulation. Lorsqu'il est vraiment géant, ce œdème va donner des engagements, d'accord. Puis le troisième type, on a l'œdème vasogénique et aussi c'est un type extracellulaire secondaire à une altération de la barrière hémato-encéphalique devenue perméable aux molécules plasmatiques. Si on fait une petite différence entre les deux, d'accord, on peut dire que l'œdème hydrostatique, elle va donner des altérations, le passage des substances de faible poids moléculaire. D'accord, et aussi pour l'œdème vasogénique, donc le passage des molécules plasmatiques, des cellules immunitaires, des cellules hématologiques, aussi des protéines. Et on a le dernier, c'est l'œdème hydrocéphalique, qui est facilement, c'est un état où une accumulation anormale de liquide céphalorachidien dans les ventricules du cerveau. Comme vous savez, le ventricule est responsable pour la fabrication d'ulcères comme contient de plexus choroïde, d'accord, ça une accumulation, puis ça une perturbation dans les phénomènes physiologiques de la production, de la circulation et aussi de l'absorption de l'ulcère. D'accord, l'ulcère, elle va donner une pression vraiment qui va engager les tissus cérébraux et quelques signes cliniques qui sont orientateurs vers ce problème-là, comme la remontée de la tête, les céphalées, aussi les troubles de vision, et aussi on va donner des altérations sur la fonction neurologique. D'accord. Il y a le composé de l'ulcère qui franchit l'épendyle, qui est une augmentation de la pression hydrostatique provenant du contenu ventriculaire. D'accord, là, on a une petite récapitulation sur les types des œdèmes. Donc, on a l'œdème vasogénique qui va permettre, lors de l'augmentation de la pression, le passage des molécules plasmatiques du milieu de vaisseau vers le tissu cérébral. Donc, augmentation de la perméabilité capillaire. Comme les vaisseaux ayant des pores, d'accord, ces pores-là sont vraiment altérés, va permettre le passage de molécules vers l'interstitium. D'accord, on trouvait par exemple l'œdème prétumoral et l'hypertension artérielle. Aussi, tous les phénomènes sont semblables. Aussi, l'œdème cytotoxique,
des altérations dans les fonctions physiologiques de la cellule proprement dit, par l'accumulation ionique et de l'eau vraiment va gonfler les cellules, donc altération de la pompe N1 plus K plus ATPase dépendante du membrane cellulaire. On trouvait cette situation dans l'anoxie, dans l'ischémie et les infections du système nerveux central. Puis l'œdème interstitiel, c'est le dernier, les hadarna alayhi, donc l'œdème interstitiel ou hydrocéphalique, qui va donner une transsuda de l'LCR à travers de la paroi épendymère, la canal épendymère de la moelle épinière. On trouve dans cette situation dans les hydrocéphalies avec une hypertension intracrânienne. Donc l'hydrocéphalie, c'est l'accumulation de l'LCR dans les ventricules. Donc l'LCR, comme j'avais photo l'espace sous-arachnoïdien. Et le dernier, c'est le type hypo-osmolaire. Donc comme vous voyez, il y a des autres nominations pour les œdèmes. Donc en cas d'une hyponatrémie et une intoxication par l'eau. كما كنقولوا وصلنا لاخر البارتي 1 parce que vraiment le cours il est un peu plus long. مش حاب نديرو فيه ساعات. فدونك نحبسو هنا ونكملو ان شاء الله في الدوزيام بارتي.